Come on, folks. Right. Oh, yeah. Pack your things, baby. Now put on your shoes. Let's take a break. Turn it loose. Come for a ride. I wanna take you out. Yeah. Come for a ride. I wanna take you out. Nous sommes à Paestum, au sud de l'Italie, en Campanie. Paestum, une cité fondée par les Grecs 700 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, la ville se nomme Poséidonia, en l'honneur de Poséidon, le dieu de la mer. Si j'ai souhaité vous donner rendez-vous ici à Paestum, au milieu de ces magnifiques temples comme celui-ci, le temple de Neptune, c'est que Paestum, au même titre que Pompéi ou Herculanum, était au XVIIIe siècle une étape incontournable d'un grand voyage initiatique qu'effectuaient bon nombre d'artistes, bon nombre d'écrivains, de jeunes aristocrates anglais, européens, assoiffés de connaissances. Ce voyage, qui pouvait durer plusieurs mois, voire plusieurs années, s'appelait le Grand Tour. Eh bien, le Grand Tour, c'est le titre de la nouvelle série de grands films que je vous propose et qui va vous emmener autour du monde, un voyage culturel et artistique, un grand tour, mais au XXIe siècle. Au pied du Vésuve, Naples, à 90 km au nord de Paestum. Naples, dont la beauté a séduit Alexandre Dumas et Stendhal lors de leur grand tour. Naples la tapageuse, Naples la bouillonnante avec son million d'habitants, ses rues pleines de bruit et de couleurs, son esprit frondeur et son effervescence. Naples et sa ferveur sans pareil pour celui qui symbolise la ville, San Gennaro, Saint-Janvier. Nous sommes le 16 décembre, et comme chaque année, la population de la cité retient son souffle dans l'attente du miracle. C'est ici, au Duomo, la cathédrale de Naples, que tout se passe. Ce haut lieu napolitain abrite en effet la chapelle du Trésor, où sont conservées les reliques de Saint-Janvier. Le père Vincenzo de Gregorio est le maître de chapelle. Aujourd'hui, il se prépare à une cérémonie exceptionnelle. Mi sfugge. C'est très important parce que c'est la commémoration d'une grande éruption du Vésuve, le 16 décembre 1631. La lave était sur le point d'atteindre la ville. On a porté en procession le buste et le sang jusqu'à l'endroit où était arrivée la lave, et celle-ci s'est arrêtée à cet endroit. Depuis cette date, les Napolitains célèbrent le protecteur de la ville. Derrière l'autel se trouve un coffre-fort. Pour l'ouvrir, 4 clés sont nécessaires. Elles sont détenues par 4 dignitaires de la chapelle du Trésor. Solido. Questo è il sangue di San Gennaro,
Voici le sang de Saint-Janvier qui est conservé dans cette ampoule. Cette ampoule contient de l'hémoglobine. On a fait des examens spectroscopiques. Et comme c'est de l'hémoglobine, ça ne devrait pas se liquéfier puis coaguler à nouveau. Et pourtant, parfois, il se liquéfie puis coagule. Et il se liquéfie à nouveau. Et ça fait des siècles que ce phénomène est attesté. Et toute la ville de Naples concentre sa foi, son espérance et sa charité sur cette ampoule. Tout au long de la journée, l'ampoule est exposée aux yeux des Napolitains. Tous espèrent assister à la liquéfaction du sang, un miracle qui depuis des siècles rythme la vie de la cité. Saint-Janvier est mort en martyr en 305, décapité sur ordre de l'empereur romain Dioclétien. Les ossements de son crâne sont aujourd'hui conservés dans ce buste. Chaque année, 3 cérémonies rendent hommage à Saint-Janvier et pour l'occasion, tous les regards se tournent vers l'ampoule sacrée. Piano piano si sta preparando, eh? Sta sciogliendo. Sta sciogliendo. Sta sciogliendo. Non mai che va a vedere che sta, vabbè. Eccolo! Le miracle de Saint-Janvier est attesté depuis 1389. Il symbolise la protection du saint sur la ville. Pour nous, c'est un prodige qui se renouvelle régulièrement. Et ça, pour Naples, c'est un événement. San Gennaro, prega per noi. San Gennaro, prega per noi. San Gennaro, prega per noi. Mais les reliques de Saint-Janvier ne sont pas les seuls trésors de cette chapelle. Nous suivons le père de Gregorio dans la sacristie, où se trouvent 53 statues d'argent, une collection unique au monde. Elle représente tous les saints qui, avec San Gennaro, veillent sur la ville de Naples. Naples était une très importante école d'orfèvrerie. Et la France n'y est pas étrangère, car lorsque Charles II d'Anjou a commandé le buste de Saint-Janvier, qui se trouve dans la chapelle, il a fait appel à 3 orfèvres français qu'il a fait venir ici, à Naples. Et lorsque Naples était la capitale du royaume, tout ce qui était réalisé en argent dans les royaumes du sud de l'Italie était réalisé ici, à Naples. Mais le musée du Trésor abrite d'autres chefs-d'œuvre inestimables. Ils ont été légués à la chapelle par des souverains venus rendre hommage à Saint-Janvier. Certaines de ces pierres sont d'une telle taille que ça en fait des pierres uniques au monde. Les émeraudes sont parmi les plus grandes répertoriées. Et le plus grand des rubis porte un nom, comme c'est la coutume pour toutes les pierres importantes du monde. Il s'appelle la lave du Vésuve. C'est une pièce d'orfèvrerie qui compte parmi les plus importantes au monde, d'un point de vue gémologique. À quelques pas de la chapelle du Trésor, le quartier de Spaccanapoli, le cœur de la vie napolitaine. Spaccanapoli, c'est le nom de cette artère dont les origines remontent à l'époque gréco-romaine. Littéralement, cela veut dire « Fan Naples ». Aujourd'hui, Spaccanapoli désigne l'ensemble du quartier historique avec ses petites ruelles dont le tracé est resté inchangé depuis la fondation de la ville.
La Via San Gregorio Armeno est l'une des rues les plus pittoresques de Spaccanapoli. Ici, tous les mois de l'année, les artisans fabriquent et vendent personnages et décors de crèche. Buonasera. Fatto a mano? Sì, tutto a mano, Sì? di terracotta. Quanto costa? 5. 5? Depuis le XVIIIe siècle, les crèches sont une véritable institution à Naples. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. On vient du monde entier pour admirer les créations des artisans napolitains. Au cœur de la foule, l'historien Patrick Barbier. Spécialiste de l'histoire de Naples au XVIIIe siècle, il nous a donné rendez-vous dans l'un des plus anciens ateliers de crèche du quartier. Naples, c'est vraiment la patrie de la crèche et ça a été popularisé vraiment par Charles de Bourbon, le grand roi de Naples au XVIIIe siècle, parce que lui-même était un passionné, c'est-à-dire que le roi sculptait des santons, il taillait la paille pour mettre dans la mangeoire, la reine et ses filles cousaient et brodaient des vêtements pour les personnages. Et il a lancé une mode absolument phénoménale. Tous les aristocrates napolitains se sont mis à faire des crèches gigantesques, comme celle de la famille royale, avec plusieurs centaines de personnages. Et c'était vraiment une tradition qui s'est installée à partir du XVIIIe siècle et qui fait de Naples la capitale des crèches, en quelque sorte. Un véritable rituel, avec ses codes, qu'il faut savoir décrypter. Il y a toujours 3 scènes dans la crèche napolitaine traditionnelle. Il y a d'abord l'annonciation avec l'ange qui vient annoncer la bonne nouvelle, qui est écoutée par la population. Et puis ensuite, il y a toujours la scène de la nativité. Alors là, c'est une scène capitale, c'est la plus belle évidemment, avec l'enfant Jésus. Mais ce qui est important, c'est les ruines qui apparaissent dans ces scènes de nativité, parce que Charles de Bourbon, c'est le roi qui a fait commencer les travaux de fouilles à Pompéi et Herculanum. Et tout à coup, on en vient à une passion pour ces colonnes, ces chapiteaux, ces temples en ruine qu'on va retrouver dans la Nativité. Et puis la 3e scène très importante, c'est la scène de l'auberge, et on va voir petit à petit apparaître tous les corps de métier, tous les types d'artisans, depuis le marchand de poissons justement, les pêcheurs, on va voir le marchand de vin, on va voir le menuisier ou le savetier. Et puis il y a un personnage qui est très important, c'est le Benino, c'est une grande tradition, c'est celui qui dort, celui qui est dans son rêve et qui oublie un petit peu tout le reste. Et il y a une tradition qui veut à Naples que si on le réveille, eh bien la crèche va disparaître d'un seul coup. Les crèches témoignent de l'influence culturelle de Charles de Bourbon. Arrière-petit-fils de Louis XIV, Charles de Bourbon s'empare de Naples en 1734. Il lance une politique de grands travaux et fait construire ou embellir de somptueux palais. Le palais de Capodimonte, sur les hauteurs de la ville. Ou encore le Palazzo Real, siège du pouvoir royal. Mais l'une des plus imposantes réalisations du souverain reste le théâtre San Carlo, un lieu mythique construit en 270 jours seulement. Regardez, c'est une pure merveille. 3000 places. C'est le seul théâtre en Italie qui n'ait pas de lustre à son plafond, ce qui permet à la fois de lui conserver entièrement ce volume et puis de lui donner cette allure majestueuse. Splendide. Au XVIIIe siècle, le théâtre San Carlo est le plus grand théâtre du monde. Un écrin prestigieux offert aux artistes napolitains, au premier rang desquels les castrats. Le théâtre au XVIIIe siècle, c'est avant tout un lieu politique. On vient se montrer, on vient paraître. On vient observer aussi. Et qui ? Le roi qui se trouve dans sa loge royale. On le fait grâce
aux miroirs qui sont situés dans chacune des loges, il y en a 180 et ces miroirs sont tous orientés bien sûr vers le roi. Quand le roi applaudit, tout le monde se lève, on ovationne. Quand le roi fait la moue, là, on s'interroge, plus personne ne bouge. Mais à l'époque, le théâtre, c'est aussi un lieu de vie. Pendant que se déroule sur scène l'opéra, eh bien par terre, il n'y a pas de fauteuil. Tout le monde est là, on parle, on mange, on boit, on joue aux cartes, on s'invective, on se rend visite de loge en loge. Et quand le héros, c'est-à-dire le castrat, apparaît sur scène, alors là, la salle se tait, on fait silence et on apprécie la performance. Philippe Jarouski, contre-ténor, une des plus belles voix de l'opéra. Philippe, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la Clémence de Titus de Gluck. Exactement, qui a été créé donc ici, dans ce magnifique théâtre San Carlo, en 1752, par le grand castrat Caffarelli. Gaetano Majorano dit Caffarelli, fils d'un paysan pauvre, c'est l'un des plus grands castrats du XVIIIe siècle. Il se produit 14 saisons sur la scène du théâtre San Carlo. À l'époque, le castrat, c'est un dieu sur scène. Oui, par exemple, en ce qui concerne Caffarelli, il a été ici la superstar de ce théâtre pendant à peu près une quinzaine d'années. Il a dû mettre les pieds sur cette magnifique scène environ entre 300 et 400 fois. Et surtout pour les grandes stars, ils avaient chacun, on va dire souvent un théâtre ou une saison attitrée. Et ils chantaient rarement ensemble parce qu'il y avait une énorme compétition entre les castrats stars. Des stars, des dieux très, très capricieux. Oui, par exemple, en ce qui concerne Caffarelli, il était réputé pour être extrêmement capricieux, extrêmement vaniteux, se moquant des autres chanteurs, n'hésitant pas à chanter un air d'un autre chanteur pour montrer qu'il pouvait chanter mieux que lui pendant un opéra. Il y a beaucoup de concurrence entre eux, hein. Oui, je pense qu'effectivement, les castrats, la plupart venaient de milieux pauvres. Donc, en fait, quand ils arrivaient, parce que finalement, assez peu arrivaient à de grandes carrières d'opéra. Donc, quand ils avaient cette revanche sur la vie, ils la prenaient et effectivement, beaucoup d'entre eux, en tout cas, étaient vaniteux. Mais c'était pas une règle non plus. On parle de Caffarelli, mais il y a une légende. Oui. Un castrat, c'est... C'est le grand Farinelli. Farinelli, de son vrai nom Carlo Broschi, débute à l'âge de 15 ans et connaît immédiatement le succès. Il sera le grand rival de Caffarelli. Il se produit dans toute l'Europe et notamment à Versailles, devant Louis XV, avant de devenir l'un des personnages les plus influents de la cour d'Espagne. Le grand Farinelli, lui, était d'un tempérament beaucoup plus doux. Et c'est peut-être parce qu'il venait d'un milieu aussi moins défavorisé, il venait d'un milieu assez aristocratique, et donc il n'avait peut-être pas eu la même histoire que les autres. Et les castrats prennent des noms de scène? Oui, alors évidemment, la plupart, comme Farinelli ou Caffarelli, ce sont les noms de leur maître ou de leur protecteur, donc Caffaro ou Farina. Et certains aussi ont des noms d'oiseaux, comme Farfalino, qui est le petit oiseau, parce qu'il avait une voix sûrement très légère. Mais effectivement, c'est aussi une partie de la gloire. C'est-à-dire qu'il y a des castrats qui n'ont jamais eu de surnom, mais effectivement, tous les castrats qui, globalement, ont eu un surnom, c'est aussi une manière de leur dire qu'ils sont arrivés au top. C'est une tradition qui n'a plus cours aujourd'hui. Non, on donne plus d'oiseaux aux chanteurs, ni de... Jarouski, c'est votre vrai nom. Voilà, j'aurais pu m'appeler Jarouskeli, ou je ne sais pas. Non, c'est mon vrai nom. Mais c'est vrai que, effectivement, finalement, c'est comme on pourrait comparer ça
à des pop stars qui effectivement prennent un nom, je sais pas, je pense à Madonna ou Lady Gaga, où on a un nom de scène, on se cache derrière ça. Effectivement, ce n'est plus utilisé dans l'opéra actuellement. Alors, beaucoup de ces castrats viennent de milieux modestes, et quand ils ont un succès, la fortune vient avec, et là, certains se font construire des palais magnifiques dans Naples. Depuis le Moyen-Âge, les palais napolitains participent à la renommée de la ville. Pour les grandes familles aristocratiques, ils sont un symbole de richesse et de pouvoir. Arrivés au sommet de leur gloire, les plus grands castrats affichent eux aussi leur ambition et leur réussite. Nous retrouvons Patrick Barbier, auteur d'une histoire des castrats. Alors voilà un lieu que j'aime beaucoup à Naples. Nous nous trouvons devant le palais du Castrat Caffarelli. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve encore l'inscription qu'il avait fait graver en latin en 1754. Il était parti d'Amphion, ce personnage de l'Antiquité dont on dit qu'il avait construit la ville de Thèbes seulement au son de sa voix. Et du coup, il a écrit sur cette inscription « Amphion a fait construire Thèbes et moi cette maison ». Et un petit plaisantin de l'époque avait rajouté sur un panneau « Lui en avait, pas toi ». Au XVIIIe siècle, sous l'impulsion du roi Charles de Bourbon, Naples connaît une intense activité architecturale. Le style baroque est à son apogée. Les palais se transforment, s'embellissent. Aujourd'hui, pour pouvoir les admirer, il faut savoir pousser les portes. Ah, c'est vraiment sublime, hein. Je l'avais toujours vu de jour. Je dois dire que de nuit, il y a quelque chose de magique, c'est vraiment unique. L'architecte San Felice, à l'époque du roi Charles de Bourbon, va remplir Naples de ces escaliers absolument somptueux, qui sont d'une magnificence exceptionnelle, avec des volumes tout à fait surprenants, pour égayer et orner ces cours intérieures de palais. Et c'est évidemment un symbole de réussite pour les grandes familles aristocratiques qui toutes vont vouloir avoir un escalier de San Felice, évidemment rivalisant les unes avec les autres. Exubérante, foisonnante, Naples a offert au style baroque un terreau fertile. Dans les palais, sur les places où sont érigées de somptueuses colonnes. Mais c'est dans les églises que le baroque connaît sa plus brillante manifestation. L'église San Gregorio Armeno en est le plus bel exemple. Je crois que la grande merveille de San Gregorio, ce sont ces buffets d'orgue et ces tribunes qui sont vraiment, je crois, l'archétype du baroque et peut-être poussé à son point extrême de décoration. En même temps, c'est une merveille du début du XVIIIe siècle. Et puis, c'est surtout un lieu vraiment important sur le plan musical, non seulement parce qu'on y voit des angelots chanteurs, mais parce qu'on peut imaginer que c'était là, sur ces tribunes, que se tenaient les petits castrats qui venaient des 4 conservatoires napolitains. Ils se plaçaient là-haut et ils chantaient pendant l'office. L'Église a lancé le phénomène des castrats, puisqu'elle cherchait par tous les moyens à avoir des voix idéales de femmes, mais dans un corps d'hommes, puisque les femmes n'avaient pas le droit de chanter à l'Église. Les castrats ont été le subterfuge idéal pour avoir ces voix magnifiques de soprano et de contralto. Mais cette quête d'excellence exige de terribles sacrifices. Pour le comprendre, rendez-vous chez un barbier. Au XVIIIe siècle, ce personnage tient un rôle essentiel dans la société napolitaine.
Guidés par le médecin, les barbiers amputaient par-ci par-là les jambes rongées par la gangrène. Ils faisaient des extractions dentaires. C'était l'aide du médecin. Et ça a été comme ça jusqu'à l'arrivée de la profession de chirurgien. Et là, les chirurgiens leur ont volé le pain de la bouche. Ancien directeur du Conservatoire de Naples, le père de Gregorio a retrouvé des documents évoquant le rôle particulier des barbiers. Ils intervenaient pour les opérations nécessitant une grande habileté dans le maniement des lames et des couteaux. Justement parce que leur métier leur donnait une grande dextérité dans le maniement de ces instruments. Nous avons des documents au Conservatoire de Naples qui attestent que des barbiers ont reçu de l'argent pour avoir réalisé des castrations sur les enfants. C'est un fait avéré et documenté. Sur de nombreux postulants, peu arrivaient à faire une grande carrière. Mais dans les conservatoires, quoi qu'il arrive, ils apprenaient un métier qui garantissait un bon départ dans la vie. Parce que la vie des Napolitains était pleine de musique. Que ce soit aussi bien dans le civil que le religieux, on avait besoin de musiciens. Et ceux qui étudiaient la musique étaient sûrs d'avoir un minimum de dignité et une profession rémunérée. Au XVIIIe siècle, Naples forme des centaines de castras. Et partout dans la ville, les églises résonnent de ces voix d'anges. Avec Philippe Jarouski, nous décidons de retourner à la chapelle du Trésor, dans laquelle tous les grands castras se sont produits. Philippe, la chapelle San Gennaro, un lieu extrêmement important, à la fois pour les Napolitains et puis pour l'histoire des castras. Oui, c'est un lieu imprégné de ferveur où effectivement les castras chantaient beaucoup. On pense souvent qu'ils chantaient qu'au théâtre, mais ils chantaient également dans toutes les grandes cérémonies religieuses de l'année, devant le roi et devant tous les nobles. Et notamment dans cette chapelle, le grand Caffarelli a chanté, je crois, une bonne dizaine d'années à toutes les cérémonies. Les plus grands castras ont chanté ici, mais ce ne sont que les castras qui chantaient? Les castras et les enfants, et d'ailleurs on oublie d'ailleurs que c'était les enfants qui chantaient avant même l'avènement des castras dans les églises. Je crois qu'il y a une chorale qui répète. Bonjour. Vous dérangez? Buongiorno. Come stare? Buongiorno. Come va? Tutto a posto? Bene? Sì. Gli piace cantare tutto? Sì. E io sono Filippo, e io sono francese, e io sono cantante anche, io sono controtenore. Sapete che vuol dire questa voce? Sì. Una voce bianca. La voce bianca, sì, una voce aguda come voi. Però io sono molto più vecchio di voi. Volete cantare qualcosa per noi? On était en train d'essayer le début de Stabat Mater parce qu'on a commencé à l'étudier depuis très peu de temps. Ah, perfetto. Tu parli francese meglio che di mio italiano. Allora ascolto io adesso. Ah, sì. E rifacciamo perché avete lavorato solo la parte di contralto. Sì. Allora conto la parte di soprano con loro. Benissimo. Facciamo così. Lo faccio.
Bravo. Grazie mille. Voilà, on va laisser Philippe Jarowski et les enfants continuer à revisiter le répertoire des castrats et notamment le Stabat Mater de Pergolèse dans ce lieu entièrement consacré à Saint-Janvier, un moment magique auquel nous venons d'assister. Il y a un autre lieu qui est dédié à Saint-Janvier dans Naples et je vous y emmène. Voilà, nous y sommes. Ce sont les catacombes de San Gennaro, au pied du palais de Capodimonte. C'est là qu'a reposé jusqu'au IXe siècle la dépouille de Saint-Janvier avant d'être dérobée. Je cherche deux fresques magnifiques que je voudrais vous faire découvrir, le temps de les trouver. Voilà, c'est la première représentation de Saint-Janvier. C'est une fresque qui date du 5e siècle. Elle est en parfait état. Et c'est une fresque très émouvante parce que c'est cette jeune fille qui est enterrée ici. Et c'est sa maman, là, qui a fait dessiner cette fresque en inscrivant au-dessus de son enfant « Ici repose mon enfant et ici, je reposerai à mon tour ». L'autre fresque que je voudrais vous faire découvrir, c'est celle d'Adam et Ève. Voilà, Adam et Ève au-dessus de cet échafaudage, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, devant l'arbre de la connaissance. La première évocation dans l'histoire de l'humanité d'un jardin paradisiaque, d'un paradis sur Terre, ce fut sur l'île de Dilmun, aujourd'hui l'île de Bahreïn. Et c'était 3000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, l'homme invente l'écriture qui permet de graver dans la pierre les premiers mythes fondateurs de nos civilisations. C'est grâce à ces vestiges que nous avons pu reconstituer visuellement la légende du dieu Enki et de sa femme, Ninhursag. Dans ce jardin des dieux, sur l'île de Dilmun, la vie exulte et rien ne meurt. La femme d'Enki, Ninhursag, aime se promener dans son paradis. Elle décide d'y faire pousser 8 plantes aux propriétés merveilleuses. Enki, le seigneur des eaux douces, surpris par ces plantes inconnues, ne résiste pas à sa curiosité et dévore tous les fruits qu'elle porte. C'est ainsi qu'il saccage l'œuvre de sa femme. À la vue du désastre, Ninhursag est prise d'une immense colère et blesse son mari en 8 parties de son corps, une pour chaque plante. Elle l'abandonne ensuite à l'agonie. À ce moment-là, le frère d'Enki, le roi des dieux Enlil, arrive et découvre son frère mourant. Il court chercher Ninhursag. La ramenant au chevet d'Enki, il la persuade de pardonner. Ninhursag cède et fait jaillir de chaque blessure du corps d'Enki un dieu ou une déesse capable de guérir le mal dont souffre son mari. Et c'est ainsi que Ninhursag transforme la faute d'Enki en source de vie. Alors le mythe du paradis terrestre de l'Éden qui est à Dilmun, l'actuel Bahreïn, c'est un mythe effectivement extrêmement puissant qui a inspiré directement quasiment toutes les civilisations du bassin méditerranéen. Et on en retrouve la trace, alors qu'il a plus de 5000 ans, on va ensuite en retrouver la trace chez les Hébreux, directement, puisque la Genèse s'inspire de ce paradis terrestre, avec l'idée d'un jardin tout à fait abondant, avec des fruits, avec des arbres, avec de l'eau en abondance, et puis le serpent qui est présent et qu'on retrouve dans ce mythe mésopotamien. Ça va être repris par les chrétiens, ça va être repris par les musulmans. Donc finalement,
également le zoroastrisme. Donc tous les monothéismes se sont inspirés de ce mythe sumérien et on voit à quel point il a nourri l'imaginaire, la pensée, la théologie, les arts. On rentre aujourd'hui dans des églises, on voit Adam et Ève en train de prendre une pomme au paradis. Ça vient de ça, ça vient de ce vieux mythe qui a 5000 ans. Aujourd'hui, le soleil, la chaleur et les vents de sable ont eu raison de cet Éden luxuriant où l'eau coulait en abondance. À Bahreïn, les tours construites par les plus grands architectes poussent désormais plus vite que les arbres. Pour rappeler aux Bahreïnis ce que fut leur passé et pour illustrer le mythe du jardin paradisiaque, un artiste français, Patrick Blanc, a imaginé ici, dans le vieux quartier historique d'El Mouharak, un mur végétal constitué de plus de 200 plantes, une véritable oasis verticale. Il ne faut quand même pas oublier que Bahreïn, c'était la seule vraie oasis du Golfe. C'est là où il y avait cette nappe phréatique qui permettait d'avoir vraiment quantité de culture, de l'agriculture, des choses qui ont disparu aujourd'hui parce que la nappe a un petit peu souffert et s'est un peu salinisée. Mais Mouharak, c'était vraiment entre les perles, les oasis, c'était vraiment un endroit tout à fait à part. Et donc je trouve que cette Green Gate, cette porte verte, que j'ai voulu la faire pour justement rappeler un peu à tous les habitants et aux personnes qui viennent visiter, aux touristes, ce passé qui était un passé beaucoup plus vert. Cette île de 700 km² est riche de nombreux témoignages sur son passé prestigieux. Je vous emmène à Sahar, un village qui révèle l'importance de Dilmun à l'époque sumérienne. L'île de Dilmun va développer 2500 ans avant Jésus-Christ sa propre civilisation. Elle a deux atouts pour cela. D'abord, beaucoup de sources d'eau douce, dont on a parlé il y a un instant, et qui vont lui donner ce visage de jardin paradisiaque sur Terre, mais aussi sa position géographique unique, puisqu'elle se situe entre la Mésopotamie et l'Inde, ce qui va faire de l'île de Dilmun une place commerciale considérable. Témoin, ce village qui a été découvert il y a très peu de temps, en 1980, en fait, sur toute l'île de Bahreïn, on a fait des fouilles menées par des archéologues danois, bahreïnis et français dirigés d'ailleurs par Pierre Lambard. À son apogée, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus-Christ, Dilmun est un carrefour commercial où se côtoient la civilisation de l'Indus et les Sumériens, comme le prouvent ces objets trouvés par les archéologues. On a là un vase qui est jusqu'à présent unique à Bahreïn, mais alors qui est certainement une production locale, puisque c'est quelque chose qui combine plusieurs influences. Il est taillé dans une pâte très vraisemblablement locale, donc ce qui nous montre qu'il a été fabriqué à Bahreïn. Il reproduit une forme de vase qui vient de Mésopotamie. C'est un vase à suspension, avec des tenons de suspension, avec des petits trous, comme ça. Et le décor, lui, qui représente notamment un bœuf à bosse, est un décor qui vient de l'Indus. Donc on peut imaginer que le potier qui, à Bahreïn, a réalisé cette céramique s'est inspiré, justement, des produits importés qu'il voyait arriver à Bahreïn, de Mésopotamie, de l'Indus ou d'autres régions. Mais le plus intrigant que la société de Dilmun nous ait légué, ce sont ses quantités de tombes. Sous chacun de ces monticules de sable déposés par le temps, se cache une sépulture posée à même le sol. L'île en compte jusqu'à 80 000. C'est la plus grande nécropole préhistorique du monde. On a longtemps pensé que Bahreïn était une île cimetière où les habitants des côtes d'Arabie venaient enterrer leurs morts. On sait à présent que ces sépultures sont bien celles des habitants de l'île. Aujourd'hui, certaines d'entre elles font partie intégrante du visage de la ville.
connaît d'abord la culture de Dilmun par ses coutumes funéraires. C'est un petit peu surprenant d'ailleurs dans les cultures du Proche-Orient ancien, où on connaît mieux la société par les vivants que par les morts. Ici, c'est un peu l'inverse. Les grandes tombes découvertes ici, à Ali, ont permis de mettre en évidence une société puissante et hiérarchisée. Alors, étaient-ce vraiment les anciens rois de Dilmun qui étaient enterrés là? Ça, on n'en a pas la preuve, mais en tout cas, certainement des gens qui appartenaient à l'élite de cette société. La strate la plus inférieure de cette société étant plutôt représentée par les tumuli simples, individuels, alors que ceux-ci sont des tumuli collectifs, comme on s'en rend compte bien ici. On est ici dans l'allée centrale de cette organisation funéraire, avec des chambres latérales qui servaient donc qui sont les chambres funéraires. Là, on peut penser que l'espace central était un espace de circulation. Alors, ces chambres sont collectives, c'est-à-dire qu'à chaque inhumation, on n'hésitait pas parfois carrément à repousser les ossements des squelettes un petit peu plus loin pour déposer un nouveau corps. Et puis lorsque toutes ces chambres étaient pleines et qu'on peut considérer que l'ensemble du tumuli était complet, on disposait cette grande dalle de pierre qui marquait le scellement définitif du tumulus. Les défunts reposent toujours sur le flanc à même le sol, dans la position du fœtus, les jambes fléchies, les mains ramenées vers le visage, une position qui préparait le défunt à une renaissance espérée. L'histoire de Bahreïn ne s'arrête pas avec la civilisation de Dilmun. Il y a ici un endroit sur l'île qui témoigne de 4000 ans d'histoire, c'est le site de Khalat al-Bahreïn, un site d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On comprend pourquoi. Venez avec moi, on va le découvrir. Ici, on trouve toutes les strates, toutes les époques, toutes les marques des occupants successifs de l'île. Après la civilisation de Dilmun, arrivent les Grecs. Nous sommes 3 siècles avant Jésus-Christ. C'est la période d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, d'ailleurs, qui ne viendra jamais ici, sur cette île, mais qui enverra un de ses généraux. Et les Grecs vont construire alors le premier fort du site, dont on voit ici les fondations. C'est le fort de Tylos. Tylos, c'est le nom que les Grecs donnent à l'île de Bahreïn. Après l'épisode grec, ce sont les Perses qui se réinstallent ici sur l'île jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Arrive ensuite la période islamique. Puis, au XVIe siècle, ce sont les Portugais qui prennent possession de l'île et qui vont donner au fort de Khalat al-Bahreïn sa forme définitive. Alors pourquoi les Portugais s'aventurent-ils jusqu'ici? Eh bien tout simplement pour mettre la main sur le commerce des perles. Au XVIe siècle, toutes les cours d'Europe en raffolent. En Écosse, par exemple, c'est Marie Stuart qui adore les porter en bijoux. En France, plus tard, ce sera la reine Marie de Médicis qui les fera coudre en quantité sur ses robes. Marie de Médicis devient reine de France en 1600 lorsqu'elle épouse Henri IV. Sur les portraits qui la représentent en habits royaux, on la voit vêtue de robes constellées de bijoux et de perles. Sur ce tableau de Franz Pourbus, elle arbore 300 grosses perles et diamants taillés en plaques. Pendant des siècles, la perle naturelle va faire la fortune de Bahreïn. Aujourd'hui encore, il reste quelques exemplaires des doses, ces bateaux en bois que les pêcheurs utilisaient autrefois pour récolter les précieux coquillages. Sur ce navire, une vingtaine d'hommes d'équipage se relayent pour manœuvrer, plonger, ouvrir les huîtres et chanter afin de se donner du courage. Si l'activité perlière n'est plus ce qu'elle était, la musique, elle, a traversé le temps.
C'est exactement comme avant. Ils chantent en travaillant. Pour chaque tâche sur ce bateau, il y a un chant. Quelquefois, ce sont des chants tristes à propos du départ, quand les pêcheurs quittent leur famille. D'autres fois, ce sont des prières adressées à Dieu pour que le voyage se passe bien. Jusqu'en 1930, les bateaux partaient l'été pour 4 mois de campagne en mer. Abdallah est le descendant d'une grande lignée de pêcheurs de perles. Il est le gardien de la tradition et des secrets transmis par les anciens. Il n'y a qu'à Bahreïn qu'on trouve une mer aussi riche en coquillages. Et l'eau n'est pas profonde. Ce n'est pas comme au Koweït ou aux Émirats qui ont très peu de lieux pour plonger. À Bahreïn, il y a beaucoup d'endroits. C'est mon grand-père qui a transmis à mon père les bons endroits qu'il connaissait pour trouver les perles. C'est le mélange des eaux très salées du Golfe et de l'eau douce jaillissant sous la mer qui donne un lustre exceptionnel aux perles de Bahreïn. L'origine naturelle de ces trésors a donné naissance à de nombreuses légendes qui attribuent aux perles des pouvoirs magiques. La perle est associée à un autre mythe, le mythe le plus ancien de l'humanité, dont le texte remonte aux environs de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et ce mythe, c'est le mythe de l'immortalité. Celui qui va l'incarner, c'est un roi sumérien, il s'appelle Gilgamesh. Gilgamesh connaît la légende qui entoure l'île de Dilmun et qui fait de cette île un jardin paradisiaque. Il pense que le secret de l'immortalité s'y trouve. Il s'y rend dans l'espoir de trouver la vie éternelle. Sur l'île de Dilmun, Gilgamesh rencontre un sage qui lui raconte une légende, celle d'une plante miraculeuse perdue au plus profond de la mer. Celui qui pourra s'en emparer et la goûter n'aura plus jamais peur de la mort. Gilgamesh ne recule pas devant la difficulté. Il plonge tout au fond des eaux et s'empare d'une huître perlière. De retour sur le rivage, Gilgamesh succombe à sa fatigue et s'endort sur la berge. Attiré par l'odeur, un serpent s'approche et dévore le trésor de Gilgamesh. Le voleur s'empare ainsi de l'immortalité et, changeant de peau, il abandonne sur la plage ses vieilles écailles. À son réveil, Gilgamesh est désemparé. Sa quête a été vaine, le secret de l'immortalité vient de lui échapper. L'immortalité est la quête de toute vie humaine. De tout temps, en tout lieu, les hommes ont cherché le moyen de prolonger leur existence. Les croyants le font à travers la religion, les artistes à travers leurs œuvres, certains par le biais de leur tradition,
D'autres en s'appuyant sur l'histoire de leur famille et la pérennité de leur lignée. En Écosse, par exemple, l'appartenance à un clan offre à ses membres ce sentiment d'éternité. Ce château appartient à la même famille depuis le XVe siècle. Autant dire, un véritable livre d'histoire dont on feuillette les pages à chaque ouverture de porte. Nous sommes dans la bibliothèque du château des comtes de Traquair, membre du clan des Stuarts, un clan qui a régné sur l'Écosse plus de 300 ans et dont le plus célèbre des membres fut la reine à la fois d'Écosse et de France, Marie Stuart. Mais avant de faire plus ample connaissance avec ce clan et l'histoire de ce château, un mot sur cette bibliothèque. D'abord parce que je la trouve sublime, et puis parce qu'elle est emblématique de ce qu'est réellement le Grand Tour. Au XVIIIe siècle, en effet, les comtes de Traquair font un grand périple en Europe. Et de ce Grand Tour, ils vont rapporter tous les ouvrages qui se trouvent dans cette bibliothèque. Il y en a près de 3000. Mais le Grand Tour n'est pas l'affaire que des hommes. Il y a aussi des femmes qui l'entreprennent, et notamment des jeunes filles. Et c'est le cas de Lucie et Anne. Dans les archives de ce château, on retrouve une lettre justement signée des deux filles du comte de Traquair. Nous sommes en 1714 à Paris. Les deux jeunes filles séjournent dans la capitale française et pour poursuivre ce grand tour, leur voyage, eh bien, elles ont besoin d'argent et elles supplient leurs parents dans ce courrier de leur donner les moyens de continuer leur grand tour. Comme quoi, rien n'a changé. Catherine Maxwell Stuart est la 21e Lady de Traquair. Elle nous invite à découvrir l'histoire et les secrets de son château, à commencer par la chambre du roi. Ici, 27 monarques ont dormi, et pas des moindres. Marie Stuart a dormi là quand elle est venue à Traquair, et ceci était son lit. Elle est venue ici en 1566. Elle venait d'avoir son fils peu de temps auparavant. On a un superbe rosaire et un crucifix de Marie Stuart qu'elle a laissé ici en cadeau. Le crucifix est vraiment très beau. Il est fait de nacre et le rosaire est fait de perles d'ambre. Marie était bien entendu une femme très pieuse. Elle est restée catholique jusqu'à la fin de sa vie. Marie Stuart, une femme au destin tragique. Elle a 16 ans quand elle se marie avec François II. Reine d'Écosse, elle devient également reine de France. C'est la seule dans l'histoire à avoir ce double titre. 2 ans plus tard, son mari meurt. Elle a à peine 18 ans et décide de rentrer dans son royaume d'Écosse. Après 6 ans de règne, mêlée à de nombreux scandales, Marie Stuart doit abdiquer et décide de fuir vers l'Angleterre chez sa cousine protestante, Élisabeth Ier. Une fois de plus au centre de complot, elle est reconnue coupable de tentative de régicide. Marie Stuart est décapitée sur ordre de sa cousine en 1587. À Traquair, le château est régulièrement fouillé. Il faut trouver des ruses pour pratiquer sa foi. On est dans la partie haute du château, dans une pièce qui semble en apparence plutôt ordinaire. Mais en fait, c'est la chapelle du château. Elle a été utilisée jusqu'en 1829, quand les catholiques ont pu à nouveau pratiquer leur culte en Écosse. Ici se trouvait l'autel, et bien sûr, tous les objets de culte étaient cachés à partir des années 1600. Le prêtre qui vivait là n'avait pas le droit de sortir de cette pièce. C'était une vie très difficile pour lui. Au fond de cette pièce, il y a quelque chose d'inattendu. Un passage secret. Ce passage secret était utilisé par les prêtres pour s'échapper à l'époque de la Terreur. Ils prenaient ce passage qui se poursuit jusqu'en bas du château. Et là, ils rejoignaient la rivière et fuyaient par bateau.
and escaped by boat. Ce clan, à l'histoire mouvementée, restera plus de 300 ans au pouvoir. Voici l'arbre généalogique qui représente la famille royale des Stuarts d'Écosse. Il part de l'époque médiévale et comporte beaucoup de branches. Notre famille est tout là-haut, sur une toute petite branche, en dehors même du cadre. C'est vraiment intéressant de connaître tous ces ancêtres, où on se trouve. Je pense que les gens qui veulent retrouver l'histoire de leur famille, quand ils voient quelque chose comme ça, ils se disent « Waouh, ils sont tous là !» C'est impressionnant de connaître chaque branche de la famille. Ce soir, c'est dîner de famille au château. Tout le monde est là, y compris les ancêtres. Au mur, 8 générations des comtes de Traquair. Quelquefois, c'est assez intimidant de dîner avec tous ces regards qui vous scrutent. Vous vous sentez un peu observé, mais c'est aussi fantastique. C'est important pour moi et ma famille de continuer à vivre ici, dans ce château, car il y a peu de maisons comme celle-ci qui ont une vraie tradition familiale, et ce depuis des années. C'est très important, et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Et ce soir, comme le veut la tradition, certains portent le kilt, le vêtement typique Made in Scotland. Bon, je crois que nous pouvons nous asseoir maintenant. We have meat, and we can eat, and say the Lord be thanked. Amen. Le coup de canon que l'on vient d'entendre, il est traditionnel, tous les jours, à la même heure. Il indique aux habitants d'Édimbourg qu'il est 13 heures. On peut régler notre monde. Nolwenn, je suis ravi de vous retrouver ici à Édimbourg, en plein pays celte. Votre enfance bretonne a été bercée par cette culture celte? Oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours été cette petite fille qui lisait beaucoup, qui était très rêveuse, toujours perdue voilà, dans ses rêves, dans son imagination. Et la culture celte offre justement énormément de légendes, de mythes. De légendes, de mythes, le fait de voyager par l'esprit. Ma maman m'a fait découvrir très tôt tous ces contes et légendes. Et puis on avait la chance d'habiter en plus en Bretagne à ce moment-là. Donc je pouvais directement aller vérifier en forêt de Brocéliande ce que je lisais était vrai. Et me fait des rencontres comme ça avec des corrigans, la fée Viviane, la fée Morgane, avec Merlin, l'enchanteur Merlin. Quelle est la légende qui vous a le plus marqué à cette époque-là? Moi, ce moment-là, c'est vraiment la légende arthurienne, les chevaliers de table ronde, en Brocéliande, Merlin l'enchanteur. Le roi Arthur, il part à la quête, il a une quête, celle du Graal. Quel est le Graal de Nolwenn Leroy aujourd'hui? Le Graal d'un musicien, le Graal d'une artiste, c'est de réussir à provoquer chez les personnes qui écoutent mes chansons, c'est l'émotion absolue, ce moment de communion. On est vraiment en phase avec le public lorsqu'on est sur scène, où on transmet quelque chose de très très fort, quelque chose qui touche en plein cœur. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire lorsque je fais des chansons, et puis par la voix aussi, par la voix, c'est très 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 important. Nous sommes dans une des rues principales d'Édimbourg et il n'y a pas un magasin de vêtements qui n'offre pas un des symboles de la culture celte, c'est-à-dire le kilt. Et ouais, le kilt. Il y a un de vos musiciens qui vous accompagne sur scène qui est en kilt. Exactement, ça fait beaucoup parler d'ailleurs. Il est écossais? Il n'est pas écossais, il est breton, mais oui, son kilt fait beaucoup parler le public quand c'est un sujet que l'on aborde tous les soirs, le mystère du kilt. D'ailleurs, ce kilt qui est d'ailleurs fait en tartan breton parce que il est breton, il n'est pas écossais, et c'était vraiment une volonté de ma part qui porte le kilt. Il y a 16 tartans bretons qui sont officiellement enregistrés ici en Écosse. Très important. Donc ça existe. Alors j'ai rendez-vous, Nolwenn, avec Charles Hunter. Charles Hunter est un collectionneur de kilts. Ouais. Vous m'accompagnez? On y va, on va faire des essayages.
l'endroit où nous allons retrouver Charles. Ah ben Charles est là. How are you? Alors, Nolwenn, je vous présente Charles. Voilà. Enchanté. Il est superbe. Hein? Il est sublime. Magnifique. Wow. Alors Charles, est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu le code du kilt? Ah, bien sûr. Le kilt que je porte aujourd'hui s'appelle le Philibeg, le small kilt, ou le petit kilt. Et le tartan, c'est tar, c'est-à-dire le couleur, et tan, c'est-à-dire la région d'Écosse. Et ça, c'est votre tartan. Ça, c'est le tartan de votre famille. Oui, ma famille. Je m'appelle Hunter, comme chasseur en français. Et ça, c'est le tartan de mon clan. Et ça, c'est l'époque à peu près du 18e? Oui. Le style, ça, le petit kilt, c'est devenir de la fin du 18e siècle. Et vous avez une bourse également? Oui, j'ai une bourse. C'est pour les munitions ou... Ah ouais. Non. Je sers comme un porte-monnaie aujourd'hui. Ouais. Et avant, c'était pour comme tu dis, casse-croûte. Casse-croûte, bravo. Oui. C'est ça. Vous parlez très bien français. Oui. Une veste en tweed, forcément. Tout à fait. Ça, c'est la veste de la journée? Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment chaud pour l'hiver. Et puis, qu'est-ce qui a coincé là dans votre chaussette là? C'est un poignard. Oui, c'est un poignard, mais c'est pour se défendre la nuit dans les rues sombres d'Édimbourg. Non, pas du tout, pas du tout. Ça s'appelle en gallique encore le skiandou, c'est-à-dire le couteau noir. Wow. Et c'est juste un petit couteau. On s'en servait pour manger? Bien sûr. Le fromage. Et il est gravé avec le chardon d'Écosse. Le chardon, l'emblème d'Écosse. Oui. Bien sûr. Les chaussettes tiennent comment? Et ça, c'est jarretier. Ah, une jarretière. Oui. Très bien. Oui, ça, c'est le détail qui... Très bien. Oui. Génial. Et puis, alors forcément, pour pas que le kilt soulève en cas de vent dans les Highlands, il y a une petite pince. Oui, oui, qui peut être différente, qui peut être aussi avec des... C'est pas forcément une pince comme ça, parfois c'est un bijou. Ah oui, un bijou. Quelquefois, un broche ou l'emblème de clan, par exemple. L'emblème de mon clan est un chien. Mais ça, c'est utile parce que si on fait du vent, il y a beaucoup de problèmes. Vous m'avez fait peur, Charles. Ouh là là. C'est dangereux, nous sommes sur le service public. C'est risqué. Pas grave. Bon, pas grave. Merci, Charles. Un plaisir. Alors, ce kilt, c'est vraiment un des symboles de l'identité écossaise. Il a été interdit en 1746 par les Anglais parce que c'est un symbole d'identité écossaise. Tout à fait. C'est très courant aujourd'hui. Les Écossais portent le kilt bien souvent. Sûr, avec fierté. Merci, Charles. Un plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Nolwenn, difficile d'être en Écosse et de ne pas entendre jouer de la cornemuse. C'est toujours en musique de fond ici, c'est vrai. C'est tellement poignant, tellement beau ce son. Et puis surtout cette chanson Amazing Grace. C'est tellement beau, moi ça me donne la chair de poule dès que j'entends un son de cornemuse. La chair de poule au point de vouloir reprendre cette chanson sur Bretonne et sur mon spectacle aussi. Nolwenn, depuis la sortie de l'album Bretonne, vous êtes en quelque sorte perçu comme le porte-drapeau de la culture celte. Vous revendiquez ce statut? Moi, j'ai toujours été dans une revendication culturelle avec Bretonne, parce que le mot revendication est un peu dangereux. Enfin, il n'y a jamais rien eu de politique, moi, dans ce projet. Ça a toujours vraiment été un hommage à la mémoire, à l'histoire d'une région, la région qui est la Bretagne, cette langue bretonne aussi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très puissant, très fort, presque trop fort. Il y a une celtique attitude aujourd'hui? Être celte aujourd'hui, avoir la celtique attitude, c'est être toujours entre le rêve et la réalité, en fait. Parce que c'était ça, les Celtes. C'était des guerriers, mais c'était aussi, comme je disais, ils avaient un humour incroyable, ils vivaient dans le mystère, dans les légendes, ils croyaient en la métamorphose, c'était des chamans. Donc il y a vraiment toujours cette dualité entre le rêve et la réalité. Et moi, c'est un peu ma vie aujourd'hui, même dans mon métier, je suis toujours entre le rêve et la réalité. Et j'aime cette notion-là. Merci Nolwenn pour ce moment. Vous savez qu'ici en Écosse, il y a une société très fermée, société royale de joueurs de cornemuse, et on a pu y accéder. Il est 20h. Nous sommes vendredi soir.
John McFay est avocat. Avec lui, nous allons découvrir un endroit très privé, réservé aux seuls initiés. Dans ce bâtiment se trouve l'Association royale de joueurs de cornemuse. Elle existe depuis 1881 et compte 300 membres dans le monde entier. C'est une forme de musique unique, la seule qui parle de mon pays, l'Écosse. Elle a une palette musicale très riche qui va de la musique militaire jusqu'à la musique classique. C'est un lien très fort entre mon pays et ma culture, et aussi une tradition qui vient de mon père et de mon grand-père. La cornemuse, un instrument intimement lié au clan, ce sont eux qui l'ont rendu populaire. The start was very good, and it was very good throughout. Getting a wee bit rushed at the second 3-4 again, but you know. On pense que la cornemuse a été inventée au Moyen-Orient par des bergers. Ils fabriquaient des poches avec des peaux de chèvre et les utilisaient en soufflant dans des hanches. Ensuite, elle s'est développée dans toute l'Europe au Moyen-Âge. Et il y avait des joueurs de cornemuse dans tous les pays. Mais en Écosse, on l'a fait évoluer. Au XVIe siècle, elle s'est développée dans les Highlands, les terres hautes, parmi les clans. Les chefs employaient des joueurs de cornemuse pour jouer lors de grandes occasions, enterrements, mariages et batailles entre les clans. Au XVIIIe siècle, comme le kilt, la cornemuse, jugée trop identitaire, est interdite par les Anglais. Elle devra sa survie aux bataillons écossais engagés dans l'armée britannique. Nous arrivons à Inverary, au nord-ouest de l'Écosse, sur les terres du clan le plus redouté pendant des siècles, celui des Campbell. Sur le toit du château, le drapeau flotte. C'est le signe que le 13e duc d'Argyle est là. À 43 ans, il est le plus jeune chef de clan en Écosse, un honneur qui ne manque pas d'attributs. Ce bâton représente le symbole du maître de la maison royale d'Écosse. C'est un titre héréditaire que la famille d'Argyle possède depuis 1400. Pour moi, être le chef de clan des Campbell est un grand honneur. Il y a actuellement 13,5 millions de Campbell à travers le monde. Mais vous savez, les rôles ont changé au fil du temps. Aujourd'hui, je suis le directeur de l'entreprise familiale. Il y a plusieurs centaines d'années, c'était le clan le plus puissant dans la région. Il commandait, il était respecté, les gens le protégeaient et prenaient soin de lui. Mais aujourd'hui, les choses sont vraiment différentes. C'est la pièce principale du château avec son plafond le plus haut d'Écosse. Il atteint 23 mètres. Et c'est sans doute la pièce la plus impressionnante. Très claire, très lumineuse. Et bien sûr, il y a ce magnifique décor d'armurerie. On a 18 000 pièces d'armurerie dans le château,
avec par exemple ces mousquets qui ont été utilisés pour la dernière fois lors de la bataille de Culloden par la milice d'Argyle. Je pense que cette pièce respire le temps et l'histoire. Je la trouve vraiment superbe. La bataille de Culloden, un événement marquant de l'histoire écossaise. En 1688, les Stuarts perdent leur trône. À plusieurs reprises, ils tentent de le reconquérir, en vain. 60 ans plus tard, en 1746, c'est le coup de grâce. Les Stuarts et leur armée de milliers d'hommes doivent s'incliner face aux Anglais. À leur côté, le clan des Campbell, un conflit qui laisse encore des traces. Vous savez, toutes ces histoires sont souvent très sensibles. Et les Campbell ont toujours été considérés comme les mauvais garçons dans l'histoire de l'Écosse. Parce que souvent, ce sont eux qui réussissaient. Et quand vous êtes en haut de la pile, les gens veulent toujours vous faire tomber. Quand vous êtes trop souvent le vainqueur, vous commencez à être moins populaire. Mais tout cela, c'est du passé, ça fait partie de notre histoire, et cela reste des moments passionnants. Dans le parc, au pied du château, l'histoire et ses traditions se conjuguent au présent. Ces deux jeunes Écossais sont des athlètes de haut niveau. Chaque année, ils participent aux Highlands Games d'Inverary, des jeux organisés afin de mesurer l'adresse et la force des concurrents. Cette épreuve s'appelle Tossing the Caber, le lancer de tronc. Throw again. Right. Le tronc mesure 6 mètres. Il pèse entre 60 et 70 kilos. Le but, qu'il retombe le plus droit possible après lui avoir fait faire un tour sur lui-même. Il y a une compétition entre tous les gars qui participent au jeu. Donc on a évidemment envie de gagner, d'être sûr qu'on est le meilleur. L'autre épreuve phare de ces jeux, le lancer de marteau. Bon, tu vois sur le premier tour, essaie de le garder derrière toi, plus proche du corps. Des épreuves de force étroitement liées au système clanique. À l'origine, c'était un test de virilité. Le chef du clan choisissait des hommes robustes. Il devait lancer des pierres qu'il trouvait dans les rivières ou des arbres de la forêt. Comme ça, le chef pouvait choisir ses gardes du corps pour se protéger. Il ne gardait que les hommes les plus grands et les plus forts du clan. De nos jours, c'est une compétition plus moderne avec beaucoup d'entraînement toute l'année. Les techniques se sont développées et c'est devenu une compétition très sérieuse. Retour à Édimbourg. De tout temps, cette ville a inspiré les écrivains. J'ai rendez-vous avec Ian Rankin, l'un des auteurs écossais les plus célèbres. Avec lui et à travers ses romans policiers, c'est une autre ville qui va se révéler à nous, avec sa part d'ombre, ses secrets, ses intrigues. Je le retrouve dans son pub fétiche, là où il puise son inspiration. Hello Ian, nice to meet you. Patrick, bonjour. How are you? Asseyez-vous. Ah, ben, do you speak French? Un peu. Ah. What is so Qu'y a-t-il, Yann, de si spécial dans ce pub? Pour beaucoup de gens, probablement rien de spécial. Mais pour vous? Pour moi, ça représente Édimbourg secret, l'Édimbourg que j'essaie de présenter dans mes livres. Est-ce dans cet endroit que réellement vous essayez de trouver l'inspiration? Oui, c'est ici que mon inspecteur Rébus vient boire. Il boit ici et je bois ici. C'est un endroit parfait pour lui et pour moi, car c'est très central, au cœur de la ville, mais également caché.
Il n'y a pas de touristes, juste des locaux. Et c'est le genre de personnes qu'aime Rébus. Vous venez ici tous les jours? Non. Non, peut-être 2 fois par semaine. Pour prendre des informations? Vous écoutez les conversations, vous lisez les journaux, vous pensez. Il n'y a pas de musique, c'est souvent très calme, donc c'est un bon endroit pour penser. Dans vos romans, vous montrez la face cachée de la société. Pour vous, la vérité vient du côté sombre? Eh bien, je pense que les êtres humains sont capables de faire le bien, mais aussi le mal. Et il y a une longue histoire à Édimbourg, dans la littérature, à propos de ce problème. Pourquoi nous continuons à nous faire du mal les uns aux autres? Et le texte majeur ici est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, écrit par Robert Louis Stevenson, un enfant d'Édimbourg. Bien que l'action du roman se passe à Londres, c'est vraiment pour moi un livre qui parle de l'esprit d'Édimbourg. Sur le fait que la ville en surface paraît civilisée, culturelle, agréable à visiter, mais en dessous de la surface, de mauvaises choses peuvent se passer. Dr. Jekyll et Mr. Hyde a été écrit ici, Harry Potter aussi. Vous-même, vous avez créé l'inspecteur Rébus. Y a-t-il quelque chose de spécial dans l'air ici pour les écrivains? Peut-être. Il y a beaucoup d'écrivains qui vivent et travaillent ici. J.K. Rowling, Alexander Michael Smith, Irving Welsh, qui a écrit Trainspotting. Il y en a beaucoup. Et évidemment, quand vous arrivez à Édimbourg par le train, vous arrivez à la Waverley Station, qui tient son nom d'un roman de Walter Scott. Donc, Édimbourg est une ville qui a toujours respecté la littérature et qui a toujours inspiré les écrivains. Quelle est la clé pour comprendre cette ville? Oh, j'essaie toujours de la comprendre. Chaque livre que j'écris est une des pièces du puzzle. Merci pour ce moment, Yann. Merci et à bientôt. Cheers. C'est la nuit qu'Édimbourg révèle le mieux tous ses mystères. Au cœur de la vieille ville se trouve un des lieux les plus étranges. The Witchery, la sorcellerie. Dans cet hôtel construit au XVIe siècle, personne ne s'effraie de la présence de quelques résidents permanents. En Écosse, on a eu une histoire tellement mouvementée que les fantômes font vraiment partie de notre culture. Chaque immeuble ancien a ses fantômes. Nous considérons qu'ils font partie de notre vie. Dans ce lieu, nous avons 3 fantômes. La vieille dame au long nez, qui était une sorcière au XVIIe siècle et qui a brûlé sur les bûchers, Benjamin Beckelshurst, un vendeur de livres anciens, et un prisonnier français qui s'est échappé de la prison du château juste à côté. Je n'ai jamais vu de fantômes, mais en fait, je sens qu'ils sont là. Parfois, quand vous êtes seul dans l'hôtel, vous ressentez qu'il y a quelqu'un. Quelquefois, vous pouvez les entendre. Quelquefois, vous sentez leur présence. Si cet endroit s'appelle la sorcellerie, ce n'est pas un hasard. Entre le XVe et le XVIIIe siècle, 3000 sorcières ont péri sur le bûcher, tout près d'ici. L'Église et la royauté employaient des chasseurs de sorcières. Ils étaient payés pour trouver des sorcières et ils sont devenus de plus en plus corrompus. Ils avaient par exemple un pic à sorcière avec une aiguille au bout d'un bâton. L'aiguille pouvait se rétracter à l'intérieur et quand on piquait les personnes, on pouvait constater qu'elles ne saignaient pas. Donc c'était des sorcières. Ensuite, on les torturait. On les mettait dans de vieux tonneaux de whisky avec des couteaux à l'intérieur. On les faisait rouler depuis le haut du château et si elles étaient encore vivantes, on les brûlait en tant que sorcières. Sinon, elles avaient droit à un enterrement chrétien.
En Écosse, rares sont les demeures ou les châteaux qui ne soient pas hantés. Le fantôme est ici une spécialité locale. Une spécialité, mais pas une exclusivité. Il a inspiré dans le monde entier tant de créateurs. On le retrouve en effet dans la littérature, la bande dessinée, l'opéra, le cinéma, les ballets et la comédie musicale. Et quand on parle de comédie musicale, eh bien, on pense bien évidemment à Broadway, cette célèbre avenue new-yorkaise. Depuis un quart de siècle, il y a un fantôme qui tient le haut de l'affiche. C'est le fantôme de l'opéra tiré de l'œuvre de Gaston Leroux. Il y a 25 ans exactement, c'est Cameron Mackintosh, un Écossais, qui l'a produite ici à Broadway. On y reviendra dans un instant. Auparavant, je voudrais vous raconter l'histoire de Broadway, l'histoire de ce lieu mythique devenu le temple du théâtre et de la comédie musicale. C'est sur Broadway que tous les grands événements de l'histoire du XXe siècle furent célébrés lors des fameuses tickets parades. Ici, Charles de Gaulle, acclamé par la foule en 1945, après la libération de la France. Broadway, une avenue rythmée par ses monuments mythiques. Du premier City Hall, en passant par le Woolworth Building, qui fut en son temps le plus haut gratte-ciel du monde, jusqu'au Flatiron, au croisement de la 5e avenue, et son incroyable architecture triangulaire. C'est ici, à quelques pas de Soho, le célèbre quartier branché de la mode, que s'installe au milieu du 19e siècle le premier district des théâtres. Et c'est là que va apparaître, presque par hasard, un nouveau style de spectacle. Nous sommes au croisement entre Broadway et Prince Street. C'est ici qu'en 1866, le Niblos Garden, un immense théâtre de 3000 places, accueille un producteur et sa troupe de danseuses françaises. Le spectacle The Black Crook est né, considéré aujourd'hui comme la première comédie musicale américaine. À la fin du 19e siècle, les théâtres remontent le long de Broadway. Ils suivent en fait le flux des immigrants qui, au fil du temps, s'embourgeoisent. À l'intersection de Broadway et de la 7e avenue, un carrefour commence à se développer. Il s'agit de Longacre Square, le futur Times Square. Le cœur de Broadway, c'est évidemment Times Square, et cela depuis plus d'un siècle. En 1904, dans ce bâtiment, va s'installer l'un des journaux les plus prestigieux des États-Unis, le New York Times. Et c'est ce journal qui va donner le nom à cette place, Times Square. Depuis, le journal a changé d'adresse, mais le nom est resté. Il y a un autre événement qui va marquer la vie de Broadway, c'est la création des tout premiers théâtres. Et on doit cette création à un certain Oskar Hammerstein. C'est un riche industriel d'origine polonaise qui a fait fortune dans le cigare. C'est lui qui va créer les premiers théâtres et qui va donner cette impulsion et cette concentration de théâtre ici à Broadway, puisqu'en 1920, on va compter pas moins de 65 salles de spectacle. À la fin du 19e siècle, Oskar Hammerstein devient le plus grand propriétaire de théâtre aux États-Unis. Il attire dans son sillage de nombreux producteurs, faisant ainsi la renommée de Broadway. « 1920, c'est aussi la période de la prohibition. La mafia s'installe dans le quartier de Broadway et prend possession des bars et des restaurants. C'est la période des grands mafieux, Frank Costello, dont la vie va inspirer au cinéma le rôle de Don Corleone dans la trilogie du Parrain. C'est aussi l'époque de Lucky Luciano qui, lui, pour contourner la loi sur la prohibition, va faire venir son whisky, son scotch, directement d'Écosse. Alors, la mafia organise son business et bien sûr, elle va s'intéresser petit à petit au théâtre.
Après les shows du soir, les théâtres de Broadway eux-mêmes se transforment en bars clandestins qui accueillent noctambules, danseurs et comédiens. Dans cette ambiance sulfureuse, un genre de spectacle attire particulièrement les New-Yorkais. C'est la revue. S'ouvre alors la période des showgirls dont les milliardaires raffolent au point d'en faire leurs maîtresses et quelquefois leurs épouses. Betty Boop est d'ailleurs créée à cette époque d'après une showgirl célèbre à Broadway, Ellen Kane. Les années 20, c'est aussi l'époque où apparaissent les premières grandes stars de Broadway. Patrick Niedo, spécialiste de l'histoire de la comédie musicale, nous raconte. Fred Astaire a commencé ici avant d'être happé par Hollywood parce que Hollywood avait besoin de son talent. Dans les années 30, Gene Kelly a fait exactement la même chose. Il a fait dans les années 50 Chantons sous la pluie, la comédie musicale qu'on connaît tous. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. Toutes ces personnes viennent de Broadway. Ce sont ce qu'on appelle les Broadway Babies. En 1927, un spectacle devient le modèle du genre, Showboat, l'histoire d'un bateau sur le Mississippi. Avec Showboat, la comédie musicale trouve ses règles et ses codes. Avec les années 40 commence l'âge d'or de Broadway jusqu'à son apogée en 1957 et la création de la comédie musicale absolue. La comédie musicale absolue, tout le monde la connaît. Hein. Bien entendu, c'est West Side Story. C'est la comédie musicale absolue parce que pour la première fois et la dernière fois de l'histoire, c'est la chorégraphie qui fait avancer l'action. Par exemple, au tout début, pendant 10 minutes, il n'y a pas une seule parole de dite. On sait qu'il y a deux bandes rivales qui s'affrontent. C'est la chorégraphie qui fait tout ça. Et bien entendu, la magnifique musique de Leonard Bernstein. Nobody knows in America, Puerto Rico's in America. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be, Maria. À Broadway, il y a une institution incontournable, Sardi's. Depuis 90 ans, ce restaurant est le rendez-vous des acteurs et des producteurs. Une tradition veut que Sardi's accueille les soirées de première des théâtres du quartier. C'est ici que j'ai donné rendez-vous à la comédienne Barbara Schultz, qui vit désormais à New York. En l'attendant, nous allons faire la connaissance du patron de cet établissement. Il s'appelle Max. Max est arrivé ici comme plongeur et aujourd'hui, c'est lui le patron. Il veille sur un véritable trésor. Ce sont ses caricatures, une véritable collection unique au monde. Vincent Sardis cherchait une idée pour amener du monde dans son restaurant. Il avait entendu parler d'un cabaret à Paris, le Zélis, où il y avait les caricatures des célébrités qui venaient dîner au restaurant. Alors il a pris cette idée et il a fait un deal avec un immigrant russe qui, en 1927, a commencé à faire des caricatures en échange de 2 repas par jour. Ici, c'est vraiment la Mecque de Broadway. Notre clientèle, ce n'est pas seulement les acteurs, mais c'est aussi les producteurs, les auteurs. Et il y a beaucoup de spectacles qui sont produits ici, pensés ici. C'est vraiment le centre de l'industrie. Bonjour Barbara. Bonjour. Alors comment se passent ces premiers mois new-yorkais? Bien, bien. Enfin, bien. Pourquoi avoir choisi New York?
Pourquoi pas Londres? Pourquoi pas Limoges? Pourquoi pas... c'est beaucoup plus exotique d'être français à New York. Enfin, les Américains adorent les Français. Et puis Broadway, parce que moi, ce que j'aime avant tout, c'est le théâtre. C'est la capitale mondiale du théâtre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ici à Broadway? L'énergie, le plus, tout, la surprise, la fantaisie, la grandeur, la taille des salles. Tout est plus grand. À Paris, quand je considère jouer dans une grande salle, c'est 1500 places. Ici, des salles sublimes des années 20 ou du début du siècle, de 3000 places, il y en a, je ne sais pas combien, des dizaines, des centaines, je ne sais pas. C'est courageux, je ne dis pas d'abandonner une carrière française, parce qu'on n'abandonne jamais, mais enfin de franchir comme ça l'Atlantique et puis de se dire qu'il y a quelque chose après. Je vis ça plutôt comme une chance, une aventure incroyable. J'ai toujours aimé l'aventure, les écrivains voyageurs. Votre émission s'appelle Le Grand Tour, vous voyagez dans le monde entier. Moi, ça a toujours été mon but. J'ai souvent accepté des tournages en fonction du lieu de tournage. C'est vrai? Oui, c'est vrai. D'abord la valise que l'on fait qui est importante. C'est vrai, je vous jure, je ne devrais pas le dire, c'est pas très sérieux. Quand j'étais jeune actrice, oui, voilà. Mais parce que j'ai toujours aimé lire Jules Verne, Jack London, tous ces... Voilà, c'est pas pour ça que je suis venue à New York, mais... Voilà, le goût de l'aventure, du risque, de l'inconnu, de tout recommencer. C'est aussi agréable. Je recommence tout à zéro. Par exemple, vous avez fait deux auditions, oui. Deux auditions. C'est un milieu très fermé, c'est difficile de le pénétrer. Et on ne vous choisit pas comme ça. Et on n'a pas accès aux auditions comme ça. Donc, c'est petit à petit, mais voilà, je vais voir les pièces. J'écris, je démarche beaucoup. J'ai jamais fait ça en France. Ici, je le fais. On va aller dans un instant dans un cours de danse, voir justement des danseurs de très bon niveau qui vont tenter leur chance, qui vont faire des castings, qui dépensent une énergie folle pour essayer de se faire remarquer. La peur, c'est quelque chose qui vous habite, de se dire, tiens, j'ai fait un choix et peut-être que j'ai pas forcément... Non. J'étais peut-être complètement inconsciente, mais non, parce que à partir du moment où j'ai pris la décision de venir ici et de vivre cette aventure, j'ai décidé de me donner les moyens et de ne pas avoir peur. Parce que je n'ai rien à perdre, parce qu'en plus, personne ne vous connaît. Et ça, c'est très agréable. Voilà, je me dis que je suis ici, il faut essayer. Mais je ne vivrai pas ça comme un échec et ça ne marchait pas, c'est pas grave. Tout autour de nous, une collection de caricatures assez gigantesque. On voit Whoopi Goldberg, que je vois dans peu de temps. Vous aimeriez vous voir en caricature ici? J'adorerais, ah oui? Bien sûr. Pourquoi? Mais je vais peut-être en faire une, puis je vais venir l'accrocher discrètement. Pourquoi? Parce que c'est le signe de la réussite. Qu'est-ce que ça évoque? C'est un symbole Sardise. Ici, c'est une institution. Et tous ceux qui sont là ont gagné le droit d'y être. Théâtre, cinéma, télévision, comédie musicale un jour? Oui, je prends des cours de chant. Ah. J'en prenais en France, mais ici... Claquette aussi, non? Peut-être. Ouais. Quand je vois ce que fait Jean Dujardin et Bérénice Bejo qui dansent comme des dieux à la fin des artistes... Oui, bien sûr. Je me dis que les Français sont capables, bien sûr. Donc on vous retrouve très vite sur scène un jour? Mais oui, mais à Paris, à Broadway, à je ne sais pas, où voilà, les acteurs, ils se baladent. On est des baladins, des saltimbanques. On voyage. À très vite. À New York, la pleine période des auditions se déroule en hiver, lorsque les producteurs recrutent pour les spectacles de l'été. Il peut y avoir dans la ville plus d'une trentaine d'auditions par jour dans plusieurs dizaines de salles. Ici, le rêve est à portée de tous, à condition d'être le meilleur. Patrick Niedo, ancien danseur, a également enseigné cet art à New York. Patrick, ça vous rappelle de bons souvenirs? Ça fait ma vie. À Broadway, les danseurs travaillent tout le temps. Ils prennent des cours tout le temps. Quand j'étais professeur de danse à Broadway, on organisait ce qu'on appelait des Midnight Madness, c'est-à-dire qu'on laissait tous les danseurs sortir de leur spectacle du soir et à minuit, de minuit à 2 heures du matin, on organisait des cours de danse. Et c'était une ambiance extraordinaire, des gens qui applaudissaient, qui frappaient des mains. Et évidemment, c'était du travail, mais en même temps, on se rendait compte qu'à minuit, à 2 heures du matin, on était plutôt dans l'ambiance rigolo, quoi. À Broadway, la concurrence est acharnée, les places sont rares et les danseurs courent les castings pour trouver un rôle.
C'est le cas de Pepe, danseur espagnol qui doit quitter le cours pour aller à une audition. Oui, je dois y aller car j'ai un casting entre la 26e rue et la 8e avenue. Et la ville est si grande, il faut toujours courir. J'ai toujours voulu faire carrière à Broadway, car c'est là que les comédies musicales sont nées. En faire ailleurs, c'est comme faire du flamenco au Japon. Non, pour la comédie musicale, vous devez aller à Broadway. Chaque fois que je reviens à New York, je suis déprimé. Parce que quand je rentre chez moi, en Espagne ou ailleurs, je me dis, mince, j'ai encore dépensé tellement d'argent. Et c'est dur, parce que j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai dansé pour le Cirque du Soleil, sur les grandes scènes londoniennes aussi. Mais lorsque vous venez à New York, vous avez l'impression que tout est si rapide, si brutal. Il y a tellement de gens doués. Vous allez à une audition et... Mon Dieu, je veux dire ailleurs, ce n'est pas facile, mais plus facile. Parce que vous savez que vous avez déjà fait des shows. Et vous êtes donc plus confiant. Mais vous venez à New York et soudain, mes 10 ans de carrière ont disparu. Et je suis juste un corps, dans sa tenue de danse noire, à demander du travail. New York, c'est... Mais parfois, vous allez à un cours de danse et vous vous sentez inspiré. Parfois, c'est bon d'être le dernier de la classe. Et c'est comme ça que je me sens ici. Je suis le pire, et c'est bon. Il ne faut pas être le meilleur des pires, il faut être le pire des meilleurs. En tout cas, c'est ce que me dit mon père. Diane Lawrenson est une référence ici à Broadway. Ancienne danseuse de Bob Fosse, le célèbre créateur de Chicago et d'un grand nombre de comédies musicales, elle fut sa chef de ballet et enseigne aujourd'hui tout son répertoire. Il peut y avoir 1000 candidats pour seulement 14 places. C'est très compétitif. Vous devez être au top de vos capacités, vous devez avoir la triple compétence, vous devez savoir jouer, chanter, danser et avoir un meilleur package commercial que le danseur d'à côté. Ça fait partie du jeu. C'est du show business. La moitié, c'est de l'art, l'autre, c'est du business. Vous devez avoir un book, un CV, une liste de contacts, des agences, des managers, faire parler de vous, organiser des rencontres, inviter des gens à dîner, que sais-je encore. C'est un business comme n'importe quel autre business, mais vous êtes votre propre produit. Vous ne vendez pas un réfrigérateur, mais vous-même. Vous êtes donc très investi dans votre produit. Se produire à Broadway, le but ultime pour tous les danseurs et performeurs. C'est l'esprit des comédies musicales, du rythme des comédies américaines de Broadway. C'est vraiment cool. Le but ultime des artistes, c'est d'arriver à Broadway. C'est comme aller aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques du divertissement. Car si vous venez ici, vous êtes la crème de la crème, et c'est le top. Donc ce n'est pas dur, car on veut le faire. On doit le faire. Non, on ne veut pas le faire, on doit le faire. On doit être sur scène, on doit danser. C'est en nous. La nuit est tombée sur Broadway. Le quartier s'illumine, faisant briller de 1000 feux ses enseignes et ses néons multicolores. Pour Trista Moldovan, le rêve est devenu réalité. Trista tient désormais le rôle principal de l'une des comédies musicales les plus emblématiques de Broadway, Le Fantôme de l'Opéra. Dans une demi-heure, Trista sera sur scène et elle sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Hey Andrew, how are you? Yes. Bienvenue dans ma loge. Elle est très petite, comme tout à New York. Ça, c'est certains costumes que je porte pendant le show. Et c'est là que je m'installe pour me préparer.
Il y a quelque chose de spécial quand on travaille à Broadway, car c'est très réputé. Donc c'est un peu plus stressant ici, car on attend plus de vous. Vous savez, si vous arrivez et que vous vous sentez fatigué ou malade, vous devez vraiment vous pousser et retrouver votre énergie, car les gens attendent une certaine qualité quand ils viennent à Broadway. Et le truc que j'adore dans les comédies musicales, c'est que toutes les émotions sont poussées très loin. Et elles sont tellement fortes que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez qu'exploser en chanson. Et j'adore ça. J'aime chanter pour que le public voit ça. Et j'aime monter sur scène pour ça. Think of me waking silent and resigned. Imagine me trying too hard to put you from my mind. Think of me, please say you'll think of me. Whatever else you choose to do, there will never be a day when I won't think. C'est au-delà de mes rêves les plus fous. J'ai toujours rêvé d'être à Broadway, bien sûr. Alors être dans une comédie musicale si emblématique, c'est incroyable. Ici, à New York, la comédie musicale et le théâtre représentent une véritable industrie. On a de la chance parce que la queue n'est pas très longue. Ticket Yes, c'est à Times Square, l'endroit où les amateurs de théâtre et de comédie musicale achètent à prix réduit leur place pour le soir même. Le prix d'une place pour un spectacle à Broadway varie entre 90 et 140 $, c'est-à-dire entre 70 et 110 €. Tous les ans, 12,5 millions de billets sont vendus pour un montant global d'1 milliard de $. Hôtels, restaurants, produits dérivés, les retombées économiques sont conséquentes, estimées aux alentours de 15 milliards de $, soit 12 milliards d'euros. Alain Boublil fait partie des très rares Français à avoir réussi à Broadway grâce à la comédie musicale Les Misérables. Il en a écrit le livret et les paroles, et son compère, Claude Michel Schoenberg, la musique. Repensée par Cameron Mackintosh, cette comédie musicale a été créée en 1985 à Londres, où elle est toujours à l'affiche. Pour Alain Boublil, l'essentiel à Broadway est avant tout de trouver une bonne histoire. L'idée des Misérables m'est venue, un jour j'étais à Londres, pour aller voir une comédie musicale qui s'appelle Oliver, d'après Oliver Twist, le roman de Dickens, et en voyant le gosse sur scène, ça m'a fait penser à Gavroche, et à partir de là, j'ai repris Les Misérables, je l'ai relu, tout à coup je me suis dit, mais Fantine, Jean Valjean, Javert, la poursuite infernale entre ces deux personnages, je me suis dit, mais ça chante à toutes les pages. J'ai appelé Claude Michel, je lui ai dit, voilà notre sujet. La comédie musicale américaine, elle raconte une histoire qui est toujours du théâtre. Les chansons de comédie musicale sont des chansons qui font avancer l'action et pas des chansons qui arrêtent l'action. Ce que vous appelez la comédie musicale en France, qui d'ailleurs marche pas si mal que ça, ce sont des comédies musicales qui sont
très différentes, qui dans l'ensemble sont créées à partir de chansons qui sont d'abord des succès en tant que chansons. Elles sont écrites autour d'une histoire qui est plus un prétexte à relier ces chansons entre elles. Et d'ailleurs, ces comédies musicales finissent dans des palais des sports, dans l'ensemble, et elles se jouent très rarement dans des théâtres, parce que c'est pas le public de théâtre qui va les voir. Depuis les années 80, l'industrie du spectacle a bien changé à Broadway. L'une des tendances est aujourd'hui au gigantisme, comme en témoigne la superproduction de Spider-Man sur une musique du groupe U2. Un coût délirant de 75 millions de dollars, près de 4 fois le prix des spectacles les plus chers. Le succès est finalement au rendez-vous. Il y a une valeur sûre à Broadway, c'est l'adaptation à la scène des grands succès du cinéma. De tout temps, le cinéma a inspiré la comédie musicale, et c'est d'ailleurs le cas de Sister Act. Vous vous souvenez du film, c'est Whoopi Goldberg qui tenait le premier rôle. Eh bien, 20 ans après, c'est Whoopi Goldberg qui produit la comédie musicale ici à Broadway, et elle m'a donné rendez-vous dans un des plus fameux théâtres de ce quartier. Hello, Whoopi. Hi, Patrick. Merci de nous accueillir. Thank you for your hospitality. It's so good, it's so great to see you. Merci, ça fait plaisir d'être vu. Comment expliquez-vous le succès de Sister Act? C'est incroyable. Because it's life? Tout le monde aime les bonnes sœurs qui chantent. Quand vous voyez une bonne sœur chanter, peu importe ce que ça raconte, vous voulez voir ça. Je suis la dernière personne que l'on imagine dans un costume de bonne sœur. Mais je pense que je m'en suis bien sortie. Vous avez grandi ici, à New York. Que représente Broadway pour vous? Eh bien, Broadway pour moi, c'est le commencement de tous les arts. C'est ici que ça commence, parce que vous voyez ce qu'il y a de mieux. Vous voyez des artistes qui sont sur scène 8 fois par semaine. Parfois, ce sont des acteurs célèbres, parfois non. L'histoire doit être cohérente. Ils doivent travailler ou alors ils ne réussissent pas. Vous pouvez jouer au théâtre partout dans le monde. Mais quand vous venez à Broadway, vous devez être aussi bon que ceux qui vous ont précédés. Et puis, c'est du live. Vous sentez le public. Le public peut vous sentir. Vous devez tout donner sur scène, parce qu'il n'y aura pas d'autre prise. C'est un show par soir, et il faut que ça roule. C'est le plus grand challenge. Le plus grand challenge. Soyez honnête, Whoopi. Vous pensez que je vous ai menti jusqu'à présent? Que préférez-vous, Broadway ou Hollywood? En vérité, j'aime les deux. Parce que je peux faire les deux. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre. J'ai le choix. Le salaire est peut-être meilleur à Hollywood. Mais la sensation de réussir à faire un show tous les jours est ici, sur scène. Mais j'aime les deux, car chacun me donne ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de manger et de me sentir bien, alors ça marche avec les deux. Et entre jouer la comédie ou produire, que préférez-vous? Le salaire.
Parce que j'ai des goûts extravagants. Mais vous ne voulez pas choisir? Si je devais choisir entre l'un ou l'autre, je préférerais juste jouer la comédie. C'est ça l'histoire d'amour de ma vie. Pouvoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Vivre à des époques différentes, faire croire au public que je suis quelqu'un que je ne suis pas. J'aime ça. Pour vous, quelle est la définition d'un bon acteur? Quelqu'un qui me fait croire à ce qu'il dit. J'ai été mariée à beaucoup de bons acteurs. Je croyais à ce qu'ils me disaient. Je t'aime, bien sûr que je t'aime. Et puis vous découvrez qu'ils blaguaient. Ils étaient bons acteurs. C'est ça un bon acteur pour moi. Quelqu'un qui me fait croire à quelque chose que je n'aurais pas cru au départ. Merci beaucoup. Je vous vois en septembre à Paris? Oui, vous me verrez à Paris. C'est un de mes endroits préférés au monde. Après Broadway? Eh bien, avec Broadway. J'adore Paris. Je suis vraiment excitée d'y aller. I've been thinking about ya since receiving your call. Can't see living without ya.